Bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Alexandre avec vous. Aujourd'hui, on a le Nissan Ariya Platinum Plus e-Force. On va le passer au défi 500 km et on commence maintenant. On est maintenant dans le Ariya. L'horloge dit qu'il est à 22h21. C'est pas le cas. Là. Dans le fond, l'heure GPS, on dirait que lorsqu'on est dans un stationnement souterrain, on la perd. Fait que voyez-vous, là, on est dans le stationnement souterrain à la maison. Hein? Vous voyez que j'habite sur Unknown Street Name. C'est vraiment important. J'ai mon petit car scanner. Dans le Ariya, il y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Regardez, là, j'ai le voltage de la batterie, le courant qui sort. Puis là, je dois faire une multiplication pour avoir la puissance. Donc, j'ai juste fait un petit compteur là, qui est multiplicatif ici, puissance. Ça va servir lorsqu'on fait une recharge rapide. On a le statut de charge. Puis là, comme vous voyez ici, j'ai le tableau de bord du véhicule. J'ai stationné le véhicule à 99%, il est à 98%, mais on comprend, là, entre 100 et 98, il y avait 2 km de différence. Donc, on avait 290 km. C'est pas très grave. Puis la consommation est super élevée. Là, on va remettre à zéro là, le Trip Manual Reset 1. On va tout remettre ça à zéro. Puis on va se lancer là, dans le défi 500 km bientôt. Avant, on va faire le tour là, de l'itinéraire d'aujourd'hui. Fait que vous allez voir que le système de navigation du Ariya, c'est un peu, comme on dirait en bon québécois, un Ariya. On est dans la région de Toronto actuellement. Ça va être le même chemin que, je vais dire, notre nouvelle habitude. Notre nouvelle habitude étant qu'on part du centre-ville de Toronto, on se dirige vers l'est, hein, en direction de Kingston, qui est mal identifié, qui est ici. Ensuite, on rebrouche chemin, puis le 500 km va se compléter là, probablement ici. Je sais qu'il y a 256 km entre ma localisation et Kingston. Puis ce que je souhaite, c'est recharger. Puis là, évidemment, j'ai aucune idée si on va être capable. Ce serait de recharger chez Electrify Canada, qui est juste... je ne sais pas comment que les gens qui n'ont pas Android Auto CarPlay peuvent se fier à ça. Si j'étais sur Google Maps, ce serait plus facile, en fait. Okay, j'ai décidé dans Android Auto, ça va être beaucoup plus facile. Là. Fait que dans le fond, on va partir dans Valley Parkway, la 401, comme toujours. Ah oui, c'est beaucoup mieux d'Android Auto. Et on va essayer de se rendre à Kingston. Puis comme je vous dis, on va essayer d'aller recharger chez Electrify Canada, qui est ici. Là. Il n'apparaît pas, mais on peut le rechercher, il n'y a pas de problème. Il y a un Petro-Canada ici, mais il y a un très bas score dans PlugShare. Puis ensuite, dans le fond, c'est ça. On va reprendre la 401 vers l'ouest, puis on va essayer de recharger soit à Belleville ou à Cobourg. Il y a un Petro-Canada là, que j'ai déjà utilisé qui fonctionne. Ça devrait être pas pire. Sinon, il y a une station Shell Recharge là, que je peux utiliser avec ma carte circuit électrique. Aussi, dans ce coin-là, borne bébé 180 kW. Donc, il y a quelques options, mais j'ai fait un tour sur PlugShare, puis dans le fond, cette semaine, là, énormément de bornes sont hors service, ont des très mauvais commentaires sur le corridor ici de la 401. Ça me stresse un peu, quoique le Ariya n'a pas besoin d'une borne de recharge nécessairement puissante pour recharger, mais ça prend de l'ampérage. Donc, je veux quand même recharger sur une borne 150, 180 pour pouvoir bénéficier là, de l'ampérage nécessaire pour recharger là, à 95-100 kW. C'est ce que j'ai pu voir dans mes tests au préalable. Je sais qu'elle a une courbe de recharge très plate, la Nissan Ariya. Je vous ai mis une petite image ici, je l'ai déjà calculé dans une dernière recharge. J'ai vu aussi d'autres vidéos. Bjorn, il a rechargé jusqu'à 115, 120. Là, moi, j'ai eu 99, 100 maximum. Mais regardez, là, pour 10 kW, là, on ne s'obstinera pas. C'est pas si mal. Mais on va y aller avec la prémisse que la courbe de recharge là, de 10 jusqu'à 60 elle est pas mal plate. Donc ça, c'est assez avantageux, mais il faut que la batterie soit chaude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut que la batterie soit chaude. Dans le Ariya, les paramètres de EV, Battery Heater, on appuie là. Ça, 30 minutes avant le premier arrêt de recharge, on va l'enclencher pour chauffer la batterie. Mais ça va évidemment au détriment de la consommation électrique. Fait qu'on ne va pas le laisser allumer tout le temps parce que sinon, la consommation va être trop élevée. On va seulement le partir 30 minutes avant. Donc ça va être super important. Mais vous le voyez, ça c'est bien. C'est comme Hyundai maintenant aussi qui a ça. Donc c'est pour l'itinéraire d'aujourd'hui. C'est comme la Tesla Model 3 Long Range puis la propulsion. C'est comme la Chevrolet Bolt aussi. Donc c'est un itinéraire que c'est pas la première fois qu'on fait. On sait un peu où on s'en va. Mais aujourd'hui, l'hiver, hein, aujourd'hui, il va faire moins 7. En fait, aujourd'hui. Cette nuit, il va faire moins 7 là, parce qu'en réalité, l'heure, il est 2h36 du matin. Donc, on est fin prêt
à 2h45, là, c'est mon téléphone ici là, qui va me servir de caméra, on va partir, puis ça va être le début du défi 500 km. Juste avant de partir, je voulais vous montrer, là, dans la Aria, on est extrêmement bien assis. Les sièges, c'est les sièges de la série Zéro Gravité là, de Nissan. C'est des très bons sièges. Là. Sérieusement, j'ai fait un petit 3-4 heures de route là, mercredi cette semaine. On est vendredi matin. Très confortable, évidemment. Position naturelle, on flotte dans le siège. Donc là-dessus, excellent travail de la part de Nissan. Donc on a un cuir, là, Lexus souple, je dirais, avec des très belles coutures. Puis ensuite, on a un insert ventilé, évidemment, c'est des sièges ventilés. Puis là, ici, on a une sorte de suède. Oui, on touche, c'est définitivement du suède. Très souple, très doux. Définitivement, les sièges, un point fort du Aria ici, là. Puis je vous rappelle, on est dans la version Platinum plus E-Force. Donc, on est presque full equip. Mais non, les sièges, là, très intéressants. Puis regardez, l'insert dans les portes, cuir, feutre, surface moussée partout. C'est un intérieur luxueux, un intérieur bien assemblé. On est parmi les premiers de classe. C'est définitivement meilleur que chez Tesla. On est, ça compétitionne Volvo, ça compétitionne, je dirais peut-être pas Mercedes, mais en même temps, je serais pas mal prêt d'en mettre un Mercedes puis ceci côte à côte, puis on serait définitivement impressionné par ce que le Aria peut faire, point de vue de la finition et tout ça. Même dans l'Aria, on a une console qui se bouge comme ça. Là, vous voyez pas, là, mais regardez. Probablement pour pouvoir ajuster là, parfaitement le confort. Puis là, ici, vous ne voyez pas très bien, mais voyez-vous, mon pied là, peut passer. C'est complètement ouvert. Puis ça, on en parlera peut-être dans la revue complète du Aria. OK, il était 42, là, il faut se mettre en route là, immédiatement. Première mise à jour, on a 100 km de parcouru. Il fait moins 7 degrés. Consommation, 30,6 kWh par 100 km. Je vais répéter, 30,6 kWh par 100 km. C'est assez élevé. Il y a définitivement un petit vent de face là, autour là, de 8 km/h. J'ai regardé avec l'application d'Environnement Canada. Donc, c'est malheureux, mais aussi ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va rebrousser chemin, on va l'avoir dans le dos. Donc, globalement, la moyenne devrait être un peu plus basse, mais évidemment, on ne le sait pas, on ne peut pas prédire le futur. Notre arrêt est toujours dû pour Kingston Electrify Canada dans 155 km. Il nous reste 61 % de statut de charge et évidemment, le pourcentage converti en kilomètres, c'est 171 km restants. À 5 % le Aria arrête d'afficher la distance restante. Là, ça devient un peu plus stressant, mais je l'ai déjà testé. Ça devrait aller, à moins que les conditions empirent drastiquement. On devrait être capable de se rendre à Kingston. Parce que j'ai pas envie d'arrêter avant Kingston pour recharger sur une borne moins rapide, perdre du temps, juste s'arrêter à la borne. Supposons que j'ai besoin de mettre 5 % de plus dans la batterie. Bien, juste le fait de s'arrêter à la borne, se connecter, démarrer la recharge, ça va prendre un certain temps. On peut perdre facilement 15 minutes. Puis je veux pas le perdre, ces 15 minutes-là. Donc, je vais probablement ajuster ma vitesse de croisière en conséquence, tout dépendamment de comment ça se passe. Puis aussi, il faut que je prenne en compte que les 30 dernières minutes du trajet avant Kingston, je dois allumer le chauffe-batterie. Donc ça va prendre de l'énergie supplémentaire. Puis là, il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais dans l'Aria, Alexandre, si tu pointes la borne de recharge rapide, le chauffe-batterie devrait se mettre automatiquement. Là, c'est pas sûr. Je ne l'ai pas essayé. Je veux naviguer avec Android Auto. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je connais le statut des bornes, donc oui, je n'utilise pas le planificateur de trajet du Aria. Bien, je vais vous dire quelque chose. Le planificateur du trajet du Aria, c'est vraiment pas convivial. Peu importe s'il fait la thermorégulation lui-même, je suis content d'avoir l'option de le faire moi-même. Puis, dans le cas d'aujourd'hui, dans le cas pour le test, je vais le faire moi-même.
4h40 du matin. Deuxième mise à jour, on est à 55 km de Electrify Canada à Kingston. Consommation 29,1 kWh par 100 km, donc ça s'est amélioré. Mais j'ai diminué ma vitesse de croisière une petite affaire pour essayer d'optimiser ma consommation parce qu'évidemment, je n'avais pas envie de faire un arrêt intermédiaire. Donc, tout porte à croire qu'on va se rendre sans problème. On devrait arriver sous les 10 %, c'est correct. Et je viens tout juste d'activer le chauffe-batterie. Il nous reste 32 minutes avant d'arriver à destination. Donc, on s'arrange, on fait tout pour que ça fonctionne comme sur des roulettes. C'est super important. Les sièges sont définitivement très confortables. Je me sens très bien. On est très confortable. J'ai ma climatisation à 21. Oui, j'ai mon manteau, mais on est juste bien dans le véhicule. J'ai vu des commentaires dans la dernière vidéo du ID4. Ah, les voitures électriques, ça m'intéresse, mais j'aime ça rouler pas de manteau l'hiver. Bien, vous pouvez rouler pas de manteau l'hiver. Ça, c'est juste moi. C'est moi. Je suis une personne frileuse. Même si la climatisation serait à 23, j'aurais probablement mon manteau juste parce que je ne veux pas l'enlever, le remettre lorsque je sors. Je pense pas que se fier sur le fait que j'ai un manteau sur le dos est garant de la performance de la climatisation dans un véhicule X. Là. Je pense que ça, c'est un peu futile. Ou c'est peut-être même des raccourcis intellectuels. Il ne faudrait peut-être pas faire ça. Là. Dans le fond, là, la climatisation, elle peut chauffer en masse pour rouler dans le véhicule, pas de manteau. Votre consommation va en être affectée, c'est définitif. Dans un véhicule à essence, évidemment, avec une efficacité de 30 %, une efficacité thermodynamique de 30 %, bien, il y a 65 % qui est perdu en chaleur. Fait évidemment, utiliser le chauffage l'hiver n'a aucun impact sur votre consommation. Aucun. Évidemment, la température extérieure a un impact sur la consommation définitivement. Dans un véhicule à essence, la même chose que dans un véhicule électrique. Mais effectivement, l'utilisation du chauffage n'a pas d'incidence dans un véhicule à essence. Mais bon. On continue, ça se passe bien, puis on se voit à la station de recharge. On recharge maintenant chez Electrify Canada. On est arrivé avec 0 % affiché, mais en réalité, le BMS disait 4 %. Regardez sur la borne, on est là. Là, il rentre en ce moment, là, 78. J'ai fait un test là, de recharge rapide du Aria cette semaine. À 10 %, là, 10 % affiché, on va tomber autour de 100 kW, plus ou moins. Puis on va soutenir le 100 à 90 kW jusqu'à 65 %. Donc, c'est une courbe de recharge assez plate. Là, pour l'instant, on va être à 78-80 pour un certain moment. Puis ensuite, là, ça va décoller. Donc, on va être ici là, pour au moins jusqu'à 65 %. Ça veut dire 30 minutes, 40 minutes. Donc, ça va être quand même assez long. Donc, je vais étudier la carte, je vais regarder où est-ce qu'on va arrêter pour le prochain arrêt de recharge. Mais bon, pour ce qui est de l'économie, on a fini avec la consommation 28,8 kWh par 100 km. Regardez la vitesse moyenne 104, c'est beaucoup plus bas qu'à l'habitude. Il fait maintenant moins 10. On a fait 254 km. Puis on peut conclure qu'on a fait 254 km avec l'entièreté de la batterie. Donc, c'est peu pour une batterie de 87 kWh. Je me demande si l'été, si la consommation est basse, supposons là, qu'on est capable de faire 22. Je ne sais pas si c'est possible. Bien là, on aurait une très, très bonne autonomie, au-delà de 300 km l'été là, avec 100 %. Mais voyez-vous, l'hiver à moins 8, moins 10, c'est plus difficile. 9 % BMS, là, on est au-delà là, de 100 kW. Donc, on devrait maintenir ça. Là. Puis voyez-vous, là, ça fluctue. Là, Ça fluctue. Puis lorsque je l'avais testé, là, quand on était à 98, on faisait 98, 95, 98, 95. Fait que ça va fluctuer, mais regardez, c'est une courbe de recharge très, très plate. Puis on va essayer de l'optimiser au maximum, mais c'est des longues recharges dans l'Aria. Au moins 40 minutes jusqu'à 80 %. On est vraiment confortable. J'ai penché le siège juste un peu. J'ai mis le banc chauffant au maximum pendant qu'on recharge. C'est parfait pour faire une petite sieste. La borne nous dit qu'on va arriver à 80 % dans 18 minutes. Le combiné d'instruments nous dit la même chose. C'est très bien dans la Aria. Le combiné d'instruments vous indique chaque palier, 20, 40, 60, 80, 100, combien de temps ça va prendre
à la vitesse, à la puissance de recharge actuelle. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. Un peu comme les Tesla là, qui vous le disent. Mais c'est vraiment une façon différente de le faire. Puis c'est un peu comme le BZ4X. On peut aller chercher l'équipement de recharge qu'on utilise, niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou recharge rapide. Puis là, ça va vous estimer, même lorsque vous n'êtes pas branché, le temps de recharge nécessaire pour arriver au pourcentage que vous voulez. Donc ça, c'est un petit outil que j'aime bien. Puis aussi, dans le Ariya, on a, comme dans la Nissan Leaf, un menu de capacité de batterie. En ce moment, il affiche 100%. Je suppose que c'est comme dans la Leaf là, pour montrer là, directement la dégradation de la batterie là, quand le véhicule va avoir 6, 7, 8, 9 ans. Donc ça, c'est bien aussi. Là, si vous voulez acheter un Ariya usagé, allez voir le petit menu là, Battery Capacity. On est à 61% de statut de charge. Il nous reste encore 15 minutes pour être à 80%. Là, ça fait 10 minutes qu'on m'annonce qu'on est à 15 minutes de 80%, mais non, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas très grave. Aussi, là, si on zoome, là, on va remarquer que 34 et 30, là, c'est assez cher. Pour une recharge rapide, là, ça va nous coûter plus de 40 $. C'est 70 sous le kilowattheure, le tarif actuel. C'est complètement capoté. C'est même très cher. Puis je vais vous afficher à l'écran. Je vais faire un petit calcul mathématique. Puis on va voir, en ce moment, l'essence en Ontario est à 1,30 $ le litre. Je me demande si cette recharge est plus chère que mettre de l'essence dans un véhicule. C'est un peu débile, mais... Et boboy, hein? OK, bon, maintenant parlons de la navigation. Dans le fond, là, j'ai pointé Google Maps à Android Auto à la borne Petro-Canada à Cobourg. Je l'ai déjà essayé avec le ID4. Ça va bien aller. Ça devrait être correct. 10 sur 10 dans PlugShare, c'est vraiment surprenant, mais la dernière fois que je suis allé, ça fonctionne. Seule chose, c'est qu'on va continuer par là pour ajouter 50 km à notre trajet là, pour que le 500 km se fasse. Là. Ça va être notre deuxième arrêt. Ensuite, on va continuer en direction ouest vers Toronto. Puis là, on va probablement finir le trajet à Oshawa, à une borne de Electrify Canada aussi, là, qui est à Oshawa. Mais il va probablement falloir faire juste un petit aller-retour de rien, là, mais c'est vraiment pas grave, vous vous en rendrez pas compte. Puis le 500 km va être complété. Là, on affiche le 202 km. Puis je sais que le trajet que je viens de vous dire, c'est 184 km. Donc, on n'aura peut-être même pas besoin de recharger jusqu'à 80 %. Je pense que je vais mettre 70, puis on va y aller. Donc, on se revoit sur la route. OK, donc on quitte Electrify Canada à Kingston. On a, comme je vous ai dit, 184 km à faire. Ça inclut là, notre petit segment là, de 24 km en direction est là, pour aller rebrousser chemin. La recharge a coûté 39,40 $ pour ajouter là, une cinquantaine de kilowattheures dans la batterie. Ce qui a été intéressant, c'est la vitesse de recharge moyenne. On a été quasiment à 100 kW tout le long. Là. Disons, ça a commencé à 75, ensuite 90, ensuite 100 pendant la majorité de la batterie, puis ça s'est terminé vers 85. Donc, la courbe de recharge du Ariya est très plate. Ça, c'est très bien, donc c'est prévisible. Par contre, là, faire un 10-80 %, là, ça prend 35 minutes. Donc, c'est pas le plus vite, c'est pas le plus lent, c'est dans la moyenne. Mais bon. Donc, on va se réengager sur l'autoroute dans quelques instants, puis on continue ce défi 500 km. On est sur la 401 en direction ouest. Il est 6h52 du matin. Il nous reste 80 km avant d'arriver à la station de recharge Petro-Canada. Puis je voulais juste parler un peu là, du défi 500 km, les règlements, l'inspiration, tout ça, parce que certaines personnes ont remarqué que c'est un défi très similaire à ce qui se fait en Norvège. YouTuber Bjorn Nyland, hein, qui est très, très drôle. Hein? Shit! Ceux qui le connaissent, il est vraiment drôle. Moi, je l'adore. Puis évidemment, le défi 500 km a directement été inspiré de son défi 1000 km qu'il fait avec les véhicules. Je pense que pour nos besoins, 1000 km, c'est très, très long. Pensez-y, mettons qu'on partirait de Montréal, il faudrait aller quasiment jusqu'à Rivière-du-Loup. Enfin, tu sais, faire 1000 km sur l'autoroute 20, là, c'est long. Là. Personnellement, je pense que compte tenu de
les moyens qu'on a à plus de millage. Pour l'instant, 500 km fait l'affaire. C'est sûr que, est-ce qu'un jour, les véhicules électriques vont tellement avoir d'autonomie que faire le défi 500 km, bien, on va tout le faire sur une recharge? Ça se peut, c'est possible. Fait que là, il va falloir faire un défi 1000 km. On n'est pas rendu là. Mais tout ça pour dire que dans le défi 1000 km de Bjorn, il y a certaines règles. Puis moi, les règles, je les applique tout de même. Donc, son défi 1000 km n'est pas fait toujours sur le même chemin. Il utilise une route en Norvège, il utilise une route en Suède, il utilise une route différente en Norvège des fois. Je fais la même chose. J'essaye d'avoir 2 ou 3 routes. Donc là, ça commence à converger. Là. Au départ de Montréal, on prend la 401, ensuite on revient, on utilise l'autoroute 30. C'est une route très optimisée, très bonne. On a toujours des bons résultats là-dessus, que ce soit avec Tesla ou que ce soit avec les autres véhicules. Et on a la route au départ de Toronto, qui est centre-ville, en direction de Kingston, et on retourne vers la banlieue est de Toronto, la route qu'on est en train de faire. On va essayer le plus possible d'utiliser ces 2 routes-là. Pourquoi? Ça reste quand même, tu sais, dans le fond, Toronto, Montréal, Québec, ça reste quand même le corridor autoroutier le plus achalandé au Canada. Il y a 20 millions de personnes qui habitent dans ces 2 provinces-là, même plus que ça, 24 millions de personnes, donc c'est plus de la moitié de la population du Canada. C'est un axe routier qui est est-ouest, mais en réalité qui est comme nord-est, sud-ouest. Donc, en plus, les vents dominants sont souvent dans le même axe, à l'envers, dans le fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces 2 trajets-là représentent une grande partie des trajets que les gens font dans l'est du Canada. Et c'est pour ça qu'on les a. Est-ce qu'un jour, on va faire Montréal-Québec, Québec-Montréal pour faire le défi 500 km comme on a fait? Peut-être. Mais à la fin, pour l'instant, on va rester là, sur notre axe, là, Toronto, Montréal, Québec, là, soit la 401 et l'autoroute 20. Je ne veux pas recommencer toute l'optimisation des trajets, tout ça. On a nos repères, ça se passe bien. Puis, évidemment, c'est des conditions changeantes. Il fait maintenant moins 11 degrés. On va faire des tests l'été à 30 degrés. C'est impossible de recréer des conditions avec tous les véhicules, toutes les mêmes. Puis le test de Bjorn, c'est la même chose. Il pourrait arriver une tempête de neige qu'on n'a pas pu prévoir. Il pourrait arriver des grands vents qu'on n'a pas pu prévoir. Il pourrait arriver un accident qu'on n'a pas pu prévoir. Puis en réalité, c'est ça. On fait des tests en conditions réelles. Mais ce que le défi 500 km représente, c'est est-ce que le véhicule testé dans les conditions présentes est facile pour faire 500 km? Est-ce que c'est facile de recharger? C'est quoi la vitesse à laquelle ce véhicule-là est optimisé? C'est quoi son autonomie sur l'autoroute? Parce qu'en réalité, ce qu'on teste, on teste là où les véhicules électriques sont le moins performants de toute façon. Donc, moi, je pense que ce test-là est hautement pertinent. Et aussi, ce que ça teste la performance du réseau de recharge, ça teste la performance des infrastructures. Donc, ce test-là, en faisant un test, ça dure environ de 5 à 7 heures avec la production, tout ça. Bien, ça permet de tester l'autonomie du véhicule, l'efficacité énergétique du véhicule, le confort autoroutier, les aides à la conduite. Puis ça permet aussi de tester l'infrastructure de recharge, la courbe de recharge. Ça teste tout, ce test-là. Mais évidemment, j'ai lu vos commentaires. Il y a des gens qui vont dire « Non, c'est pas valable. Tu l'as essayé à 7 degrés, l'autre véhicule, tu l'as essayé à 6 degrés ou à 5, à moins 1. Moi, je m'en fous. » Bien, regardez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si on avait une piste de course dans une bulle, peut-être, OK, là, on pourrait tout tester, là, ça serait tout parfait, monitoré. Mais savez-vous qu'est-ce que je pense? On obtiendrait les résultats de NRCan ou de l'EPA. Parce que l'EPA et NRCan, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un test, justement en laboratoire, en conditions contrôlées, température contrôlée. Bien, c'est pour ça que les autonomies sont si élevées. Il faut tester les véhicules dans la vraie vie. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait correct, je respecte votre opinion. Puis à la fin, je veux dire, il y a plein d'autres tests qui sont faits par d'autres chaînes. Bien, nous, c'est ça qu'on fait. Hein? On fait d'autres choses, mais nous, c'est ce qu'on fait. Notre test d'autonomie de recharge rapide, c'est le défi 500 km avec les règles que je vous ai expliquées. Une autre chose aussi, on va des fois faire des déductions. Si une borne est brisée, puis que là, il faut changer de borne, moi, je vais déduire le temps parce qu'en réalité, on va le mentionner, mais en réalité, ce n'est pas de la faute du véhicule. Donc, je vais déduire le temps. Si je dois prendre une pause pour la sécurité, supposons que je suis trop fatigué, supposons que je me sens pas bien, je vais prendre une pause, on va déduire le temps. Ah, mais là, Alexandre, tu vas t'arrêter. Je vais tout faire pour réduire le temps, m'assurer de ne pas aller trop loin. Tu sais, juste prendre une halte routière pour me reposer parce qu'à la fin, essayer d'étirer l'élastique juste pour le faire là, d'un bout sans m'arrêter, là,
ça me met à risque. Ça met à risque les usagers de la route. Donc, c'est pas quelque chose que je vais faire. Donc, soyez conscients que si un jour je dois m'arrêter, je vais déduire le temps de m'arrêter. Donc, je voulais juste mettre ça au clair. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, le défi 500 km. Évidemment, ça va évoluer avec le temps. Mais moi et Gabriel, et la plupart d'entre vous, pensez que c'est un test assez représentatif puisque c'est en conditions réelles, puis c'est important de tester les véhicules dans les conditions réelles. Tout ça pour dire, il nous reste 69 km. Nice. Il nous reste 69 km avant d'arriver à la borne Petro-Canada. Et après ça, on se revoit à la borne de recharge. On arrive là, chez Petro-Canada à Cobourg, dans 6,9 km. Consommation 28,1 sur cette deuxième section du défi 500 km. Donc, puis j'ai pu rouler un peu plus vite, 110 km/h. Je pense que la vitesse la plus optimale sur le Aria, c'est autour de 105-110. Voyez-vous, hein? Le ID4, c'était beaucoup plus vite que ça. Les Tesla, c'est autour de 110. Ça dépend. Puis ça me fait penser à une légende urbaine. Légende urbaine, évidemment. Les voitures allemandes et européennes sont souvent optimisées pour 120-130 km/h parce que de toute façon, c'est ça la limite de vitesse en Europe, 130 dans la plupart des pays européens et pas de limite de vitesse en Allemagne sur certaines autobahnes. Et en Amérique du Nord, la vitesse optimisée, c'est 110 parce que la plupart des États américains, c'est 110 la limite. Puis les voitures japonaises, c'est 100 parce que au Japon, la limite, c'est 100. Les voitures sont tous limitées à 180 km/h là-bas. Mais ça, ce n'est qu'une légende urbaine. Ce n'est qu'une légende urbaine. On va arriver dans 5 km, puis encore une fois, on va arriver à 0 %. Ça, c'est une affaire que j'aime pas beaucoup du Aria. Là. Il y a un gros tampon de 5 kWh passé 0. Donc, tu fais tes calculs, tu regardes ça. Ah, je vais arriver à 10 % Tu n'arriveras pas à 10 % Il faudrait que tu charges à 85, 90. Mais c'est long, charger à 85, 90. Et c'est une grosse batterie. On parle de 87 kWh utilisables. Mais en réalité, c'est 82 kWh utilisables parce qu'il y a 5 kWh passé 0. Donc, vous comprenez, c'est comme l'échelle est comme déplacée. Mais ça, c'est vraiment fait pour que vous en manquiez jamais. Sauf que ça réduit énormément votre autonomie. Ben, ça réduit énormément votre autonomie. Ça vient vous chercher au moins 30 km. 30 km utilisables là, sans stresser. Ça, c'est peut-être un défaut du Aria. Donc, même chose que tantôt. Là, on est arrivé à 3 %. On recharge. Ça va être autour de 73. Probablement qu'on va monter autour de 90-100. Même genre d'affaires. On va aller regarder notre... Voyez-vous? Ça, c'est Cinch Charge, Manual. Ah, ça l'a effacé le Cinch Charge, mais on est arrivé à autour de 27,4 kWh par 100 km sur notre petit trajet de 180 km. Mais c'est pas grave. Trajet total 436,8. Ceci veut dire qu'il nous reste 63,2 km. C'est vraiment pas beaucoup, 63,2 km. Ce que je vais aller faire, je vais aller m'acheter un café. Je vais laisser la voiture charger. Là, on a au moins pour 15-20 minutes. Puis après ça, on va aller placer le système de navigation, pointer le système de navigation vers la destination finale. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire là, en attendant que ça recharge. Voyez-vous, là, comme je vous disais, les sièges, là, c'est sublime le confort là-dessus. J'aime le tissu, j'aime le petit suède, j'aime le cuir ici. La console centrale qui bouge, c'est une touche intéressante, mais en réalité, la console n'a aucun espace. Si vous ouvrez ici, vous avez juste le chargeur sans fil. Là, ici, on a des boutons capacitifs pour le mode de conduite, la conduite à une pédale, puis le deuxième coffre à gants. Mais tu sais, c'est électrique. Ensuite, volant à 2 branches, ça j'aime ça. On a une coupe de boutons ici. La porte, encore une fois, regardez, là, c'est... Puis dans le fond, l'éclairage ambiant. Nissan, ce qui veut dire porte qui ouvre à 90 comme le Rogue. Presque, on va dire 85 degrés. Plancher plat.
Même siège à l'arrière, mais il y a énormément d'espace. Regardez-vous, je vais m'asseoir. Ah oui. Puis ici, on a un toit en verre, là, mais je l'ai fermé juste pour me garder au chaud. USB-C, USB-A, chauffant ici. C'est numéro 1. Regardez l'espace. Wouh! Ça, c'est spacieux, très spacieux. Le coffre. Hey, j'ai même pas une plaque verte, j'ai une plaque manufacturier, c'est rare ça. Puis on a le coffre du Aria. Il y a un petit trou en dessous, c'est là que le chargeur est. Il n'y a pas de roue de secours. Ça baisse à plat, je l'ai déjà vérifié, donc c'est bien. C'est comme le ID4 ou le modèle Y, là, c'est le même genre d'espace. Lorsqu'on regarde le véhicule, belle ligne aérodynamique, mais l'efficacité n'est pas là, je vous dis. Dans ce véhicule-là, l'efficacité n'est pas là. Ça me déçoit parce que c'est vraiment agréable à conduire, relativement puissant, mais l'efficacité n'est pas là. On est limité, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, 30 minutes avant d'arriver, j'ai reparti le chauffe-batterie. J'ai fait toutes les mêmes choses. Puis je pense pas que c'est le chargeur qui nous limite là. Je sais pas ce qui se passe dans l'algorithme interne du véhicule. Pourquoi est-ce qu'on me limiterait? Parce que là, une chance qu'on n'a pas beaucoup d'énergie à mettre dans la batterie. Parce que là, charger à 67, à partir de 0, ça va être long. J'ai aucune explication pour ça. Je suis un peu déçu. Déjà 12 kWh de mis dans la batterie. Donc, il nous en manquerait encore un autre 12 kWh à mettre. Ça va prendre un certain temps. Pendant ce temps-là, je vais regarder où est-ce qu'on s'arrête, là, puis je vous tiens au courant. On s'en va recharger à Pickering, une ville en banlieue de Toronto. C'est là qu'on a commencé plusieurs défis 500 km, soit modèle Y, longue autonomie et Chevrolet Bolt. Donc, puis dans le fond, probablement que le décompte va se faire là, juste ici, le proche de l'autoroute 412. On va tout s'installer comme il faut sécuritairement pour regarder le décompte. Je viens de désactiver le chauffe-batterie dans l'interface, puis la vitesse a augmenté à 80 kW. Il n'y a rien de logique ici, parce que l'autre session de recharge, le bouton est resté enclenché jusqu'à ce que je quitte. Puis on a eu une session de recharge pour un Aria, on va dire presque parfaite. Puis là, c'est vraiment pas parfait. Un jour, ça va vraiment être important pour les constructeurs de nous donner de l'information. Pourquoi est-ce que la voiture... Tu sais, dans le fond, à la fin, ça peut être le chargeur, ça peut être le véhicule. On le sait pas. Mais il faut qu'on ait une interface, il faut qu'il y ait quelque chose qui dise en ce moment, pour telle et telle raison, le véhicule, ne peut pas demander plus que X quantité d'ampérage. Puis quand on a ça, ça va permettre aussi de comprendre ce qui se passe, de peut-être changer de chargeur s'il est défectueux, parce que le véhicule pourrait dire le chargeur, j'y en demande plus, il m'en donne pas plus. Oh, là, puce à l'oreille, tu sais. Puis si c'est le véhicule, pourquoi? Ça va être important, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de session de recharge moyenne sur les défis 500 km. Bien là, c'est la première depuis un certain temps. Bon, c'est ça. On va se débrancher bientôt, là, on va se revoir sur la route. Deuxième session de recharge terminée. Je n'ai pas été impressionné, hein? Ça a pris 22 minutes, mettre 30 % dans la batterie, soit 26 kWh. C'est débile, là. C'est comme une Chevrolet Bolt ou c'est comme un Kona ou un Niro EV, mais ces véhicules-là ont des batteries beaucoup plus petites, 20 kWh de moins. Fait j'ai aucune idée. Puis j'aime pas ça, moi, quand je le sais pas. Mais je vais faire des recherches et je vais trouver. Mais bon, il nous reste 64 km à peu près à faire. Puis je pense que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est au décompte du défi 500 km. OK, on est au dernier 500 mètres. Il est 8h36. Juste pour vous le prouver, je vais vous le montrer ici. Qu'est-ce que ça veut dire, 8h36? Attention. Attention. 500 km. Wouh! 500 km, 8h36. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 5h51 pour le défi 500 km avec le Nissan Aria. Quand même, hein? Ça n'a pas été un Aria. Mais c'est milieu de peloton, on va dire. Ça ressemble pas mal à la Chevrolet Bolt qui avait fait 5,45 ou 5,37, je me souviens plus. Quand on va s'arrêter, dans 7 minutes, on va faire le topo. Mais bon, performance acceptable. Et nous voici maintenant à la conclusion de ce défi 500 km avec le Nissan Aria Platinum Plus e-Force, donc le modèle tout équipé, 4 roues motrices avec la batterie de 87 kWh.
Donc, on a fait un temps de 5h51 avec 2 arrêts de recharge à une vitesse moyenne de 105 km/h sur l'autoroute. Donc, quand même, performance moyenne pour l'hiver. On a eu des températures oscillant entre moins 7 degrés Celsius et moins 11 degrés Celsius durant ce défi. Moi, j'étais sûr là, que lorsqu'on avait commencé ce défi, on allait faire ça en plus que 6 heures. Donc, encore une fois, je pense toujours que ça va être plus long que ce que c'est. C'est une bonne nouvelle. On est sous les 6 heures, donc c'est bien. Mais malgré que le ID4 n'a pas fait le même trajet, on a utilisé la 401, mais on ne s'est jamais rejoint au même endroit. Le ID4 a fait ça 30 minutes plus vite. Et pourquoi le ID4 a fait ça 30 minutes plus vite? Parce qu'on a fini le défi là, avec le Nissan, puis on a une moyenne d'efficacité de consommation électrique de 28,1 kWh par 100 km. Le ID4 a fait à peu près la même chose. Le ID4 a une batterie 10 kWh plus petite et recharge 2 fois plus vite. 2 fois plus vite là, sur le premier 50 % de la batterie. Donc, l'avantage du ID4, c'est qu'on a rechargé moins longtemps. Parce que pensez-y, le deuxième arrêt de recharge qu'on a fait avec l'Aria a duré 22 minutes, malgré qu'il aurait peut-être dû durer 15 minutes. Donc, on a perdu 6 minutes là. Et la consommation, évidemment, il a fallu que je module la vitesse en fonction de la consommation actuelle et projetée. Puis, dans le fond, le ID4 pouvait maintenir des vitesses de croisière plus élevées que le Nissan Ariya, aux mêmes températures, sur un trajet qui est, on s'entend, similaire. La dernière moitié de la 401 et la première moitié de la 401, c'est sensiblement la même autoroute, on s'entend, mais je suis conscient qu'on ne peut pas comparer ça, une pomme avec une pomme. Je suis d'accord avec vous. Dans le fond, c'est le premier défi qu'on fait l'hiver sur ce segment-là. Tous les autres défis qu'on a fait, c'était l'été. La Chevrolet Bolt a fait ça en 5h37, si je me souviens bien. Donc, Ariya, 5h51, l'hiver, OK. Comment qu'on pourrait améliorer l'Ariya ici? Bien, je pense qu'il faut optimiser la courbe de recharge. Je comprends que Nissan a été conservateur, puis nous a quand même donné une courbe de recharge qui est quand même assez plate. Donc, c'est intéressant qu'à plus de 50 % on peut aller chercher 100, 90, 85 kW. C'est très bien, ça. Mais le ID4, à 80 % de statut de charge, il va chercher 80 kW lui aussi. Dans le fond, c'est un équilibre entre la durée de vie de la batterie projetée. Supposons que Nissan va être sûr que la batterie ait la plus longue durée de vie possible, ce qui est très bien. Volkswagen, c'est peut-être quelque chose qui priorise moins. Là, ici, Nissan, c'est ça qui priorise. Ce qu'on pense, évidemment. Puis là, ce véhicule-là, toutes les Nissan Ariya sont équipées d'une thermopompe et d'un chauffage résistif, là, au fond, qui travaillent ensemble en fonction de la température et des conditions pour vous offrir un confort maximal. Là, honnêtement, j'ai pas été impressionné par l'efficacité. Personnellement, je me dis, véhicule avec une thermopompe pour la climatisation. La thermorégulation se fait avec le chauffage résistif, là, mais je m'étais dit, on pourrait penser peut-être 2 kWh par 100 km de moins que les ID4, peut-être un petit 26, puis on a fait la même consommation. Donc, je sais que c'est pas le même itinéraire, là, mais je suis pas tant impressionné par l'efficacité sur l'autoroute du Ariya. Je m'aurais attendu à mieux. Si vous avez un Nissan Ariya, dites-nous-le. L'été, est-ce que vous êtes autour de 22? Est-ce que vous êtes autour de 20? Parce qu'avec une grosse batterie comme ça, si l'été, on peut faire du 22, là on commence à jaser. Là. On a au-delà de 300 km d'autonomie avec la batterie pleine. Puis à 80 % on doit avoir 250, 270. Ça, pour faire des longs trajets, c'est très bien. Mais en ce moment, on est pas mal limité à 250 là, de 100 % à zéro, puis de 80 % à zéro, pas mal à 200 km. Donc, c'est dur. Puis on était à moins 10. Qu'est-ce qui arrive à moins 20? Je le sais pas. Je suis pas sûr que je vous le recommande. C'est malheureux. C'est un véhicule de luxe. C'est très luxueux. On est bien assis. Ça roule très bien sur l'autoroute. Les aides à la conduite Nissan, le Pro Pilot Assist, peu importe, très, très solide. Il se met au centre de la voie. Il va négocier les courbes sur l'autoroute. Très prévisible. Sentiment de sécurité est là. C'est super bon. Des fois, la détection des mains sur le volant est un peu bizarre. C'est capacitif. Donc, il détecte juste les mains sur le volant. On n'a pas besoin de donner un peu de couple. Mais au début du trajet, j'avais les 2 mains sur le volant. Puis il me disait, hey, attention, tu n'as pas les mains sur le volant. À un moment donné, je l'ai désactivé pour peut-être 1 heure, 2 heures. Après ça, il est revenu. Donc, ça, c'est un peu capricieux, mais lorsque ça fonctionne à merveille. Le Nissan Ariya a une voiture d'autoroute, mais gourmande. Il y a place à amélioration. Puis quand on regarde la compétition, on a le ID4 avec 77 kWh de batterie, on a le EV6, le Ioniq 5 avec 75 kWh de batterie, on a le modèle Y, longue autonomie avec 75 kWh de batterie. Ces 4 véhicules-là, selon mes estimations, vont faire le défi 500 km beaucoup plus vite que ce véhicule-là sur le même itinéraire. Donc,
Puis ce véhicule-là est plus cher. Donc, selon moi, vous payez pour le luxe ici parce que c'est le mieux fini de toute la gang. C'est le mieux fini, c'est le plus luxueux, c'est le plus silencieux même. C'est impressionnant comment c'est silencieux l'Aria. Donc, ça dépend de vos priorités. Je pense que si la plupart de vos trajets se font autour de la région métropolitaine où vous habitez ou autour de la ville que vous habitez, c'est parfait. Je ne dis pas que c'est impossible de faire des longs trajets avec ça, pas du tout. C'est juste que ça va être 25 à 30 plus long que la compétition actuelle là, au même prix. Là. Espérons que vous avez aimé cet autre défi 500 km. Moi, j'ai bien aimé ça faire ça, malgré les résultats un peu décevants, mais ce n'est pas un état-comble. Pensez à nous faire un petit like si vous avez aimé, même vous abonner, et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.